C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech que vous regardez les jeudis à 10h45 en direct sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table avec moi pour commenter l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Georgie Courtois, qui est avocat associé chez Simons & Simons. Bonjour. Bienvenue Georgie. Merci. Aujourd'hui, Alain Garnier également présent. Bonjour Alain, bienvenue dans Smartech, PDG Bonjour. de Jamespot, et Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bienvenue aussi Julien Delphine. dans ce nouveau débrief de l'ActuTech dans lequel on va parler de cet accablant rapport de la CNIL sur les fuites de données. On bat encore un record historique en France en matière de fuite de données, avec en plus les administrations qui sont vraiment en première ligne. On va faire notre revue de presse pour sortir nos cartons rouges. On va s'intéresser à ce bruit qui court concernant les VPN qui pourraient être interdits dans l'Union européenne. On y croit vraiment à ça? On va parler aussi de Chaps Vision, qui est notre champion européen face à Palantir, mais qu'on n'a pas choisi en France. En revanche, l'Allemagne, oui, a osé basculer vers un choix souverain, dirait-on. Et puis, on va parler des recommandations remises au gouvernement pour accélérer le déploiement d'infrastructures numériques en France. Mais d'abord, je propose qu'on démarre avec le véhicule autonome, peut-être demain d'utilité publique. En tout cas, pour lancer cette discussion, je vous propose d'écouter Nathalie Hérisson, qui est connectée à distance. Bonjour Nathalie. Bonjour Delphine. Vous êtes responsable au sein de la direction assurance dommages aux biens de projets prospectifs et transversaux à la Massif. Massif, donc assureur mutualiste, qui est un assureur auto très important, le premier, je crois, en France. Et vous avez publié... Absolument, en nombre de contrats, oui. Voilà, très bien. Et vous avez publié les résultats d'une enquête menée avec l'Institut VDCOM sur les robots-taxis navettes automatisées. Vous les voyez comme finalement un moyen de réduire les fractures sur la mobilité, presque, j'allais dire, comme une alternative au transport en commun? Alors, vous l'avez rappelé, la Massif est un acteur important en matière d'assurance dommages. Nous assurons plus de 6 millions de véhicules. Oui. Donc, évidemment, ça nous place comme observateur privilégié de l'évolution des besoins et des usages en matière de mobilité. Alors, en fait, nous avons évidemment observé la montée croissante de véhicules automatisés. Et nous, on s'est dit en quoi ces innovations technologiques peuvent aussi servir le progrès sociétal et le progrès territorial. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est en quoi ces nouveaux véhicules, que ce soit des navettes automatisées ou des robotaxis, vont rendre un service très concret à nos concitoyens qui peuvent être dans des zones en fait rurales ou périurbaines où ils ont peu de choix, peu d'alternatives à la voiture individuelle. Donc, oui. Il y a 7, ça c'est dans notre baromètre, il y a 7 personnes sur 10 en zone périurbaine et rurale qui disent ne pas avoir de choix, d'autre choix que de prendre leur voiture individuelle. Ce qui peut être compliqué, en fait, parce que on en parle énormément, évidemment, avec le prix des carburants, ça peut avoir un impact important sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans cette automatisation des véhicules, c'est est-ce que ça ne peut pas aussi aider? Nous sommes dans une France qui vieillit et on va avoir de plus en plus de personnes âgées qui ne vont plus pouvoir conduire. Donc, est-ce que l'automatisation de véhicules, la mise à disposition de navettes automatisées partagées ne va pas aider à leur maintenir une mobilité, notamment dans les territoires reculés où il manque de transports en commun? Oui, c'est ça. Alors, parce que je parlais des transports en commun, les transports publics jusqu'ici allaient partout, mais c'est vrai qu'on voit des gares fermées de plus en plus souvent. Donc, on se retrouve finalement avec des zones blanches, comme on le dit dans les télécoms, en matière de mobilité. Donc, vous pensez que ça pourrait être un moyen de réduire ces fractures d'accès à la mobilité, mais qui est prêt à investir là-dedans? Parce que moi, pour l'instant, ce que j'ai comme passé, comme historique en tête, ce sont plutôt des échecs sur les expérimentations qui ont été menées, des échecs même commerciaux. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème d'utilisateurs, les citoyens qui ne sont pas prêts à monter à bord de ces navettes? Est-ce qu'on a un problème d'investissement, de modèle économique? Alors, en matière d'acceptabilité, l'étude que nous menons avec l'Institut VDCOM auprès des Français nous montre que les Français, en fait, jugent tout à fait utile d'avoir des navettes automatisées ou des véhicules automatisés partagés. Ils sont plus de 9 sur 10, en fait, à nous dire oui, ça peut être utile, et notamment donc, dans ces fameuses zones blanches de mobilité. L'idée, c'est que ces navettes automatisées puissent apporter une brique
complémentaire au système de mobilité en place dans certains territoires pour qu'il n'y ait justement pas de problème de mobilité, notamment pour les publics les plus fragiles, comme les seniors, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi, par exemple, les plus jeunes qui n'ont pas encore le permis de conduire. Est-ce qu'on va réussir à les remplir, en fait, ces navettes autonomes ? Alors, nous avons soutenu, et nous allons continuer à le faire, des expérimentations très concrètes de ces navettes automatisées, notamment dans la Drôme. Nous avons investi dans un opérateur de mobilité spécialisé dans la mobilité automatisée qui s'appelle Betty. Et donc là, l'année dernière, il y a plus de 3000 personnes qui ont pu emprunter une navette automatisée aux abords de la gare Valence TGV. En fait, cette navette circulait sur route ouverte, avec une insertion parfaite dans la circulation. Et en fait, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont pu bénéficier de ce service. Parce que nous, l'intérêt aussi qu'on voit sur les navettes automatisées, pour que ça marche, pour que le public adhère, c'est que ça réponde à un vrai besoin. L'idée, c'est pas d'aller faire des gadgets technologiques et poser des véhicules supplémentaires qui pourraient encore plus congestionner le trafic dans certaines zones urbaines notamment. Donc, s'il y a un besoin de mobilité, eh bien, très vite, en fait, les personnes acceptent de monter à bord d'une navette automatisée. On le voit, en fait, plus les expérimentations vont se développer, plus il y aura une acceptabilité. Oui, c'est sûr. Nous, on va faire, excusez-moi, beaucoup. Je voulais juste faire un petit tour de table pour savoir si vous étiez convaincus sur cette possibilité d'avoir en France des véhicules autonomes qui vont circuler, qui vont permettre de réduire cette fracture d'accès aux moyens de transport. Pour la petite histoire, je suis un ancien de l'Institut VDCOM. Ouais. Ouais. J'étais le premier post-doctorant de l'Institut en 2012 jusqu'à fin 2013. Et déjà à l'époque, on lançait les réflexions sur ces questions-là. Et je suis content de voir que les travaux perdurent et que ça aboutit petit à petit. Les gros points noirs de l'époque, c'était vraiment des questions d'acceptabilité, mais celles-ci, je pense qu'elles sont en passe d'être dépassées si elles ne le sont déjà. Mais oui, le gros point noir, c'était le business model qui était derrière, parce qu'on voit très bien ce que ça permet d'économiser, notamment le coût du chauffeur, et puis le fait de pouvoir dimensionner peut-être un peu mieux les moyens de transport. Souvent, les bus sont surdimensionnés par rapport à des zones blanches, justement, il y a peu de gens à transporter. Mais néanmoins, le coût de la technologie, ce qui est un passé récent, était vraiment très, très important. Et puis les risques associés aussi à l'utilisation de ces véhicules en totale autonomie, sur des routes parfois qui, justement en zone blanche, sont un peu plus dangereuses, moins bien cartographiées, moins bien entretenues, faisait que ça devenait très vite une usine à gaz lorsqu'on intégrait les coûts cachés dans les modèles économiques. Donc si ça a évolué dans le bon sens, évidemment que ça peut être une solution super intéressante. Alain ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le véhicule autonome, on envoie des VT taxis, mais dans des endroits très denses où il y a justement une connaissance parfaite de l'environnement. Et moi, je me projette, dans mon petit village natal, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. La population vieillit, les gens peuvent plus prendre leur voiture, mais des fois parce qu'ils sont trop âgés, même quand ils ont une voiture. Et donc, il y a un vrai besoin. Mais le truc, c'est qu'il faut faire les 3 km et 4 km pour aller à la ville. Et ceux-là, ils sont effectivement souvent pas cartographiés. Il faut le faire au niveau de toute la France. Donc, il y a une question technologique, ce que tu appelles coût caché derrière, pour savoir si cette cartographie, elle est faite, parce qu'on n'est pas à San Francisco, justement. D'accord, on sera à Vivonne, dans le Poitou. Voilà, maman, bonjour. Je fais un petit bonjour, moi, à Issoire, voilà, mais en Auvergne, parce que ma cousine me disait que chez les personnes âgées, c'est Blablacar qui cartonne. Voilà. Oui, parce que de toute façon... Donc, ils utilisent déjà ces applications d'autopartage. Voilà. Et donc, après, par contre, le coût, si on arrive à des véhicules plutôt individuels, il faut voir que, par contre, là, on n'est plus dans des coûts technologiques très élevés, parce qu'on est dans une coût... En fait, est-ce qu'une commune peut, entre guillemets, s'acheter une voiture autonome, par exemple, pour ses administrés ? C'est moins cher que le banquet qu'on fait tous les ans pour les personnes âgées. D'accord ? Donc, en vrai, oui. C'est encore moins cher qu'un rond-point. C'est 10 fois moins cher qu'un rond-point dont on fabrique beaucoup trop en France. Et avant ça, typiquement, ça pourrait être une réallocation budgétaire. Enfin, je parle sous le contrôle de l'économiste. Tout à fait logique. Absolument. Georgie. Moi, juste peut-être un point de vue techno. En fait, je pense que ça dépend effectivement de l'évolution de la technologie. Vous savez, les voitures autonomes, il y a stage 3, stage 4, stage 5, en fonction de le niveau d'autonomie. En fait, on va voir aussi le parc automobile qui va évoluer, qui va changer.
quand on sera dans un parc automobile où la majorité des voitures seront stage 4, ça sera beaucoup plus facile parce que tout sera mieux cartographié, ce sera beaucoup plus facile à intégrer. Donc, je pense que c'est aussi une question de temps sur le fait que ces initiatives vont nécessairement arriver. Après, la question, c'est aussi un investissement. Est-ce qu'on investit en avance pour que ça arrive plus vite ou pas? Oui, c'est ça le problème. Mais ça va, je crois. On voit qu'on développe les technos, mais que finalement, faut tenir sur la distance, il faut investir, il faut qu'il y ait de la commande publique. Juste une réaction à tout ce que vous avez entendu, Nathalie, avant qu'on se quitte. Alors, sur le volet technologique, en fait, ça fonctionne. Enfin, nous, les expérimentations que nous avons menées dans la Drôme, en fait, on a parfaitement réussi à faire cartographier la zone et avec une hypervision à distance, on n'a rencontré aucune difficulté en matière de technologie. D'accord. Nous, on travaille beaucoup aussi avec les territoires, avec les collectivités locales, et nous leur fournissons des outils pour qu'ils puissent évaluer si effectivement la solution mobilité automatisée peut correspondre aux besoins de mobilité de leurs concitoyens sur leur territoire. Donc ça, c'est très important, en fait, parce que l'idée, c'est de faire bouger les usages, mais si en face, il n'y a pas un besoin réel, en fait, ça va tomber à l'eau. Donc, très important d'associer l'ensemble des acteurs et surtout, quand on met en place comme ça, quand on déploie une expérimentation de navettes automatisées, il faut faire un effort de pédagogie assez important. C'est-à-dire qu'il faut non seulement sensibiliser les usagers ou futurs usagers du service, mais aussi tous ceux qui vont cohabiter dans l'espace public avec ces nouveaux modes de transport. Merci beaucoup Nathalie Hérisson d'avoir été avec nous dans le débrief de la tech. Merci, je rappelle que vous êtes au sein de la direction assurance dommages aux biens chez la Massif. Nous, on enchaîne, merci beaucoup. On enchaîne avec notre record de fuite de données, un record français révélé dans le rapport annuel de la CNIL. On est à 6167 violations de données, plus 9,5% par rapport à 2024. Secteurs les plus touchés, c'est ça, la surcouche, deuxième mauvaise nouvelle, l'administration publique, la santé, la finance et les assurances, justement. Une réaction rapidement là-dessus, parce qu'on en parle tellement souvent. J'ai peut-être juste un contrepoint là-dessus. Oui. Donc effectivement, les chiffres sont énormes, mais aussi il faut se rendre compte que les gens déclarent maintenant les fuites de données. Avant, il y avait un phénomène où il y avait un nombre caché, gris, qui n'était pas déclaré. Il faut voir aussi avec les obligations, avec le RGPD, etc., il y a aussi une prise de conscience par les entreprises et par le public de l'importance des données personnelles. Donc il y a aussi une prise de conscience de l'obligation de déclarer. Après, on va y revenir, mais je ne suis pas... Enfin, c'est très bien que ce soit fait. Effectivement, l'IA permet aux hackers de faciliter les attaques. La réaction de la CNIL qui est de dire on va faire plus de contrôle, je ne suis pas certain que ce soit la bonne réaction. C'est très bien, je voulais vous faire sortir vos cartons. La réponse de la CNIL, c'est 50% de contrôles maintenant seront consacrés à la cybersécurité. Première historique, nous dit-on, avec une priorité aux organismes gérant plus d'1 million de données. Vous trouvez que c'est une bonne réponse ou pas ? C'est difficile. Moi, j'ai les deux. Un petit tour de table. Mettez vos cartons devant vos micros, qu'on vous voit tous. Donc, tout le monde est... c'est un peu compliqué. Alors, le plus tranché, c'est Alain. Oui. Pourquoi c'est une mauvaise réponse ? Je vais dire mauvaise réponse parce que, en fait, selon vous. depuis 2 ans, effectivement, on a de plus en plus d'attaques, et y compris au niveau des administrations plus graves. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met plus de contrôles. Les contrôles étant, en fait, derrière du contrôle administratif. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a intérêt à investir plus tôt, à avoir des gens qui remplissent des dossiers pour prouver qu'ils vont faire des choses, qu'ils mettent en place des plans d'action, etc. Est-ce que ces plans d'action sont faits ? Ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est sur la NTS, exactement ce qui a été démontré dans les enquêtes préliminaires. Donc plus on va mettre de la répression, d'accord ? Plus en fait, on va avoir un phénomène justement d'occultation. Donc moi, je pense que c'est vraiment la pire chose à faire. Le vrai sujet, c'est de mettre des professionnels de la sécurité cyber, tech sur le terrain. Et d'avoir des gens plutôt, comme le faisait la CNIL au départ, qui accompagnent pour dire, écoute, voilà les nouvelles menaces et se mettent ensemble pour les traiter. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a des logiques où tout le monde est en train de sortir le parapluie. Et il y a pire que ça, c'est que il y a un petit alinéa là dans justement la proposition de loi et là qui me fait double carton, j'ai envie d'en prendre un deuxième chez vous. C'est que non double, c'est que l'État va financer sa cyber par un fonds, vu qu'ils n'ont pas d'argent, l'État, on le sait, un fonds
qui est celui des amendes de la CNIL. Donc on va avoir la CNIL qui va chasser, en fait, un peu comme dans les villes où on regarde les voitures qui sont mal garées, d'accord, pour financer la cyber de l'État. Alors là, on a la CNIL qui va devenir tout simplement un organisme qui était plutôt vertueux. C'est pas fait ça pour l'instant. Non, c'est écrit dans la proposition de loi. C'est une proposition. Donc, non mais d'où mon carton rouge pour essayer peut-être d'empêcher que ça arrive. Voilà. Donc je pense que là on prend vraiment le problème du mauvais côté. Et moi, je suis plutôt un praticien de la cyber. Moi, ce que je préfère, c'est des ingés qui bossent plutôt que des gens qui remplissent des dossiers et d'autres qui mettent des amendes pour récupérer des amendes pour payer les gens qui payent les dossiers. Voilà dans quelle situation on est. Julien. J'ai envie de dire amen. Non, mais t'as tout dit sur la partie rouge. Il y a quand même une petite partie verte, c'est que ça ne fait que démontrer que la cyber devient un vrai sujet dans ce pays. On a enfin un ministre du numérique qui connaît ces sujets, qui en parle. Et effectivement, de rapport en rapport, on voit que de plus en plus de parlementaires s'emparent du sujet. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais effectivement, pour l'instant, les réponses qui sont apportées sont clairement insuffisantes. Clairement insuffisantes. Je prends souvent cette métaphore dans cette émission, mais... on continue à essayer d'avoir une politique répressive, très administrative, et de ne pas parler, ou pour éviter peut-être même d'en parler, de l'acculturation des masses au cyber, et aux bonnes pratiques, et aux bons usages, à la mise en place de vraies filières de formation pour qu'il y ait derrière des experts qui fassent de l'acculturation dans les lieux où on utilise le numérique, notamment de façon intensive et avec des données sensibles. Et puis, dernière chose, c'est que malgré tout, il faut se rappeler que 60% des fuites de données, c'est issu de mauvaises utilisations par des utilisateurs. Donc tant qu'on aura aussi cette culture de réussir, d'essayer toujours de renforcer un peu plus le coffre-fort en oubliant de regarder à qui est-ce qu'on a confié les clés du coffre-fort et est-ce qu'ils sont... Non, mais quand on pense qu'on en est encore à dire il va falloir mettre de la double authentification, non, mais voilà, c'est fou, quoi. C'est terrible. Terrible. Ouais, on est tous d'accord. Moi, je voulais quand même citer le député Latombe, qui a encore, je trouve, le mot juste. C'est d'ailleurs une excellente enquête du Monde que je vous invite à lire, Données perso, la grande fuite. Il dit on est en train de perdre les bénéfices de la numérisation de notre économie et ça, l'État en est responsable. C'est vrai que, du coup, tous ces projets, il ne faut pas qu'ils s'étonnent, l'État, que quand on voit arriver un nouveau projet de numérisation de nos papiers d'identité, de vérification de l'âge, par exemple, on ne soit pas tout à fait rassuré, quoi. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. Alors, très vite, parce qu'après on passe à la revue de presse. Juste, en plus, la CNIL va certainement chapeauter tout ce qui est l'IA Act et l'intelligence artificielle. Donc, il ne faudrait pas qu'on parte dans une dérive où on n'est que sur du contrôle et de la sanction. Il faut aussi comprendre, maîtriser et accompagner sur les sujets, parce que sinon, on risque d'aller dans le mur. Revue de presse, allez. On va citer Euronews. Euronews qui titre « Vérification des faits, l'UE est-elle en train est-elle sur le point, de restreindre l'utilisation des VPN ?» C'est une rumeur selon laquelle l'Union européenne pourrait restreindre cette utilisation qui s'est largement répandue en ligne, suscitant des inquiétudes sur, évidemment, nos libertés numériques. Il semble toutefois qu'il s'agisse d'un malentendu, précise Euronews. Donc, effectivement, cela remonte quand même à quelques temps, un malentendu. Pour l'instant, la Commission n'a pas du tout pris position sur l'interdiction des VPN. Ils sont plutôt en train de dire que ça peut poser un problème sur les sujets de vérification de l'âge. Voilà, on en est là. Est-ce que vous êtes inquiet ? Allez. Non, pas inquiet. Alors oui. Du coup, on est pas inquiet. Non. Est-ce que ça vous semble plausible que les VPN soient interdits dans l'Union européenne ? Oui. Est-ce que ça vous semble plausible que ce soit interdit ? Non. Donc il n'y a que Julien, parce qu'on ne voit pas tous les cartons là, dommage. Il n'y a que Julien qui pense que c'est plausible. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Déjà parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors je ne dis pas que ce sera demain. Je dis qu'au fur et à mesure que les années passent et au fur et à mesure que les débats, notamment autour du numérique, mais pas uniquement, ces débats sociétaux aussi, se cristallisent au niveau de l'Union européenne, on voit qu'il y a de plus en plus de députés qui sont fâchés avec la notion même de liberté, en fait. Et qu'on va vers... tendanciellement, de bon an, mal an, vers toujours un peu plus de contrôle, toujours un peu plus de sécurité et de sévérité, et d'autorité aussi. Donc, est-ce que les VPN sont condamnés à court terme ? Je ne le pense pas.
Est-ce que ça fait partie du domaine des possibles? Et ce serait une grave erreur, d'ailleurs, qu'on pourrait développer éventuellement. Mais oui, ça fait partie du domaine des possibles. Nous, on n'y croit pas du tout. Non, mais Georgie, moi, j'espère que dans l'esprit humaniste européen, qui est quand même celui de la liberté, les députés n'iront pas là-dessus. D'autant plus que, effectivement, toute la confusion, alors qu'on est sur la question du contrôle de l'âge, vient d'une note technique qui a été envoyée aux députés pour expliquer ce que c'était les VPN. Non, puis comment on interdit les VPN? Enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais puis de toute façon, si jamais on interdit les VPN, on contournera l'interdiction des VPN avec un autre système. Donc, et puis, c'est comme si on disait, tiens, on va interdire Internet. Ce serait complètement contre-productif en plus. Voilà. Oui, c'est pour aller un peu dans ce sens-là. D'autant plus que les VPN, faut pas oublier que là, ils sont réapparus dans le champ public avec ces histoires de contrôle d'âge, parce que voilà, on a peur que quelques jeunes voient des choses alors qu'ils ne devraient pas le voir, alors qu'ils ont la capacité technique de contourner la loi. Bon, ok. Donc en fait, on parle vraiment d'un phénomène minoritaire, alors que les VPN sont utilisés massivement par les entreprises pour sécuriser leur connexion intersites. Donc moi, c'est dans ce sens-là où je dis que c'était peu probable, parce qu'en fait, on gagnerait en fait un risque mineur, pour les mineurs d'ailleurs, pour un risque majeur pour les entreprises. Donc, à un moment donné, il y aurait peut-être une grande personne qui se leverait pour dire qu'il faut peut-être arrêter un peu le gag. Ouais. Allez, on passe au Monde, qui titre « Les services secrets allemands se tournent vers le français Chaps Vision pour leur logiciel d'analyse de données afin d'éviter Palantir ». Et donc, cette administration allemande a pris conscience du risque que représente une dépendance excessive aux services informatiques américains, nous dit Le Monde. Bon, alors, donc, on dit chapeau à l'Allemagne, j'imagine, mais on peut sortir un carton rouge au ministère de l'Intérieur français, là. Alors, j'ai vu que le ministère de la Défense utilisait quand même oui, mais enfin, pour l'instant, parce que ça fait des années, moi j'ai reçu Chaps Vision il y a longtemps, ça fait des années qu'ils postulent pour remplacer Palantir, et pour l'instant, on leur dit toujours, bah non, vous n'êtes pas prêts. Alors, ça, pour moi, c'est un sujet, j'en ai même parlé sur ce plateau, on voit bien la trajectoire française, la trajectoire allemande. Les Français ont beaucoup parlé de souveraineté numérique, et on peut agir, et les Allemands ont longtemps freiné, et quand ils se sont mis, par contre, ils s'y mettent sérieusement. Voilà. Et c'est encore un exemple du sérieux allemand. C'est-à-dire que sur cette question-là, ils vont pas transiger. D'autant plus avec une boîte, d'ailleurs, il faut quand même reconnaître que Chaps Vision, c'est justement l'exemple typique de ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a réussi à monter à plusieurs centaines de millions d'euros avec quelqu'un en plus qui est hyper expérimenté, Olivier Dellenbach, qui a déjà lancé plusieurs boîtes successful en plus, au niveau mondial. Donc c'est quelqu'un en plus qui est costaud d'un point de vue dans le domaine numérique. Il prend un sujet sur lequel, effectivement, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Il amène une réponse qui est quand même solide, qui est d'ailleurs validée un peu partout. Et puis alors nous, en France, on est là... Oh non, on va encore garder ça à la DGSI. Manque de confiance quand même dans notre écosystème français. C'est un manque de confiance absolu, mais qui revient vraiment à cette idée. Alors qu'en plus, vraiment, il y a Olivier Dellenbach, il a tous les attributs de ce que justement on dit les champions de demain. Quoi. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui est reconnu parce qu'il a même fait l'X, donc il est dans le sérail. Enfin, c'est pas un problème de réseau. Enfin, donc, à un moment donné, il faudrait vraiment qu'on regarde en face, qu'on se dise qu'est-ce qui se passe. Et puis, ça fait des années qu'ils se plient aux demandes, qu'ils travaillent très sérieusement avec eux main dans la main. Carrément. Et en plus, sur lequel on sait qu'en plus, la DGSI n'utilise même pas Palantir pour tout ce qu'ils devraient faire, parce qu'ils ont peur justement de l'utiliser. Et là, on va dire, donc, on achète un produit plus cher aux Américains qu'on n'utilise pas complètement, mais ça veut dire que là, il y a vraiment un syndrome de Stockholm absolu. Et oui, moi, je le vis tous les jours dans la souveraineté numérique. L'État, là-dessus, aujourd'hui, est pire que pas exemplaire. Il est même, des fois, dysfonctionnel. Il est dysfonctionnel comme pourrait l'être quelqu'un qui est un peu émotionnel. Voilà. Très rapidement, parce que je voudrais qu'on fasse quand même notre dernier sujet de revue de presse. Très rapidement, on est sur la souveraineté numérique, la problématique de l'État et du fait de savoir s'ils vont l'utiliser. Là-dessus, encore une fois, je pense qu'on est aussi... il y a un impact de l'administration Trump sur la prise de conscience. Je pense que si on parle de ça aujourd'hui, c'est que les lignes vont bouger, donc soyons patients. Je pense que notre champion sera utilisé par la DGSI bientôt. On est très, très patient, Julien. Non, mais l'État est capable aussi de temps en temps de défaire ce qu'il l'a fait. On l'a vu récemment avec Scaleway, par exemple, qui va remplacer dans les données, la gestion des données de santé Microsoft. Donc, oui. On patiente, mais on a l'impression de patienter depuis très longtemps. Allez, Free News. Ah, ça me fait plaisir de citer Free News. Qui titre « Iliad et France Data Center veulent accélérer les infrastructures numériques françaises ». Donc ça part d'un communiqué de presse publié par un groupe de travail qui a réuni France Data Center et le groupe Iliad. Ils ont fait donc 19 propositions à Anne Le Henanf pour accélérer sur le développement de ces infrastructures numériques. Réaction?
Julien. Je vais ouvrir le bal pour ne pas dire je vais ouvrir le feu. Ouais. Non, parmi ces 19 carton rouge ou carton vert sur ces propositions? C'est compliqué. Dans l'ensemble, ce serait plutôt un carton vert. Un carton vert. Avec le petit rouge de Julien. Mais oui. Oui, mais là. Parce qu'on en a parlé un petit peu en off, donc c'est évidemment. Julien qui va faire le rouge. Allez. Il y a au moins une proposition parmi les 19 qui est proprement scandaleuse, c'est celle qui propose d'aligner la fiscalité des data centers sur celle des industries intensives en énergie. Pourquoi c'est scandaleux? C'est scandaleux pour plein de raisons. Déjà parce que les data centers font l'objet déjà d'une fiscalité dérogatoire, d'une part, qui est plutôt avantageuse, mais d'autre part parce qu'un data center, c'est peu intensif en capital humain. Donc ça crée peu d'emplois, et derrière, pour un économiste, il va vous parler de faiblesse du multiplicateur keynésien. Et puis, du reste, les data centers aujourd'hui font l'objet en fait de convoitises internationales pour s'implanter en France, là où l'énergie est abondante, décarbonée et bon marché. Donc on a déjà un avantage comparatif. Pourquoi aller subventionner rajouter un avantage fiscal. Exactement, une industrie sur laquelle on a déjà des avantages comparatifs qui font de nous en fait le lieu privilégié des investissements étrangers pour les data centers actuellement. Mais ça c'est pour les étrangers et pour notre écosystème français. Mais ces data centers se feront avec ou sans subvention. Moi, je préfère les faire sans subvention, surtout si derrière, je sais que ça créera peu d'emplois. Georgie. Moi, je suis plutôt favorable aux initiatives de renforcement des infrastructures françaises poussées par les champions français. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. Encore une fois, on sait encore une fois que ces initiatives, c'est pour ouvrir la voie et que tout ne sera pas mis en œuvre. Donc, c'est encore une fois, je trouve le message politique est plutôt bon, poussé par notamment Iliad. Et puis là, il vient du terrain, parce que France Data Center, ça rassemble quand même tout l'écosystème data center, ou presque. Donc, il ne faut pas qu'on rate non plus le coche quand on a un avantage à prendre. Oui, mais justement, pour aller dans le sens de Julien, aujourd'hui, la filière, c'est les data centers, ensuite, c'est la partie, justement, intermédiaire de cloud, ensuite, c'est la partie software. Aujourd'hui, on a, sur la partie software, vraiment une faiblesse. Oui, donc, en fait, ce que Julien est très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de surfinancer cette partie-là, alors qu'on sous-finance la partie logicielle, exemple, Chabvision. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que si on veut une filière, il faut qu'elle soit équilibrée. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on aime ses enfants de la même manière? Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a... en fait, pourquoi est-ce que les data centers parlent? Parce qu'un politique, quand il est devant un data center, il peut faire des images. Devant un logiciel, il n'y a pas d'image. Et donc, en fait, mais du coup, le problème, c'est qu'on favorise quelque chose qui est déjà, en fait, suffisamment pourvu. Le problème, moi, je parlais avec les gens de Scaleway, leur problème, c'est pas de mettre des data centers, c'est pas de mettre des machines dedans. Donc, c'est du hardware. Donc la question, il y a quand même le problème de l'installation aujourd'hui sur les territoires, et il y a le problème de l'accès à l'énergie. Oui, mais sauf que, donc c'est un problème d'accès à l'énergie qui n'est pas un problème de data center. Donc en fait, on a un problème d'électrification des zones non denses, et on a un problème de hardware. Alors là, pour le coup, celle-là, dans la filière, il faut les pousser. Moi, je pense qu'il vaut mieux pousser la filière hardware, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des puces qui viennent du reste du monde. Voilà un endroit de la filière qu'il faut renforcer. C'est ce que j'appelle la question de l'équilibre d'une filière. Et là, pour finir, enfoncer le clou, et pour bien montrer que ce sont vraiment des problèmes qui sont différents, il y a d'autres propositions parmi les 19 qui proposent en fait de faciliter les démarches administratives et bureaucratiques pour pouvoir installer les data centers, notamment sur des questions de performance environnementale, par exemple. Oui, alors c'est un rapport qui s'ajoute d'ailleurs à d'autres rapports. Donc on voit effectivement que ça pousse beaucoup du côté des data centers. Merci beaucoup à tous les trois. Georgie Courtois, avocat, était avec nous. Alain Garnier de Gemspot et Julien Pillot de l'INSEC. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous regarderez la semaine prochaine, j'espère aussi en direct à 10h45 pour le grand débrief de la tech. D'ici là, je vous retrouve sur Bismart lundi pour des discussions, des interviews et des débats.